Alors que le dernier chapitre avait fait trembler la communauté avec l'apparition d'une nouvelle niquette sous les traits de Bonnie, ce chapitre 1119 va rassurer beaucoup d'entre vous. Bonnie perd aussi vite sa forme de Nika. Le robot géant se réveille et dévoile enfin son vrai nom. Le message de Vegapunk continue encore un peu et Luffy est plus démoniaque que jamais. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle review les bros, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui j'ai encore de nombreuses analyses et théories à vous faire découvrir. On peut commencer par la mini-aventure de Yamato qui prend enfin la route pour poursuivre son pèlerinage. Eh ben mon vieux, il était temps, c'est bon, elle va enfin pouvoir nous concocter la meilleure des mini-aventures. Si, je vous assure, on va découvrir des secrets et des histoires à la hauteur d'un pays aussi antique et mystérieux que celui de Wano Kuni. Un truc m'a déjà titillé dans cette nouvelle cover et qui aura son importance plus tard. Yamato se fait lyncher, elle se fait rejeter par des mômes qui voient seulement en elle la progéniture de Kaido, leur bourreau. Et ben oui, le monde n'est pas si beau et rose. Yamato a beau avoir été accepté par tout le monde, après avoir lutté contre son père, tous les citoyens de Wano ne sont pas au courant de sa bonté d'âme. Yamato va donc devoir découvrir et réparer les maux que son père a infligés à ce peuple durant 2 longues décennies, et ça sera sûrement là une vraie bataille pour elle dans sa mini-aventure. Quoi qu'il en soit, c'est important de se mettre en tête que nous arrivons enfin dans le vif du sujet de cette nouvelle histoire. Yamato a enfin commencé son voyage, et les prochains épisodes ne pourront être que des plus passionnants. Le vrai chapitre, lui, commence avec Kaku et Stussy qui nous offrent une belle scène à nouveau, en particulier Kaku qui sauve à son tour son ancienne camarade car le retour de Lucci pourrait surtout signer une nouvelle attaque de la part du chef du CP0. N'oublions pas que Stussy a trahi le Cypher Pole, elle a trahi Kaku et Lucci et même si elle les considère comme des véritables amis, sentiment que Kaku semble d'ailleurs partager, ils savent tous les deux que Lucci, lui, n'est pas vraiment pareil. Donc bon, ce qu'on doit retenir de cette scène est qu'ils partagent tous un lien profond. Que c'est beau à voir même chez les antagonistes car oui, dans One Piece ce n'est pas que les gentils qui peuvent faire acte d'humanité. Mis à part ça, maintenant que Stussy est entre guillemets libre, que va-t-elle réellement pouvoir faire? Se sacrifier malgré tout, faire jeu à part, s'allier avec les Mugiwara? J'ai un petit attrait pour cette dernière option, alors on va sauter un petit peu les étapes, hein, mais plus loin dans le chapitre, Atlas et Lilith entrent en contact et réalisent que de toute façon York pourra suivre les deux Vegapunk. Comme d'hab, Oda reste bien discret donc on ne sait pas précisément quel est le plan d'Atlas, mais j'ai 2 options. La première serait que simplement Atlas et Lilith se déconnectent du Punk Record, qu'elles révoquent elles-mêmes leur accès à la conscience générale de Vegapunk afin de rester cachées sous les radars. Ça me semble assez ok comme scénario. La deuxième proposition serait qu'Atlas et Lilith se sacrifient à leur tour. Alors non, j'ai pas du tout sorti mon Death Note juste pour me faire plaisir, hein. Je me suis simplement rendu compte que plus l'arc avance, moins il reste de Vegapunk car tous meurent ou disparaissent. En satellite allié, il ne reste plus que Atlas et Lilith et plus ça va, plus j'ai l'impression que l'une d'elles sera aussi sacrifiée. J'aurais tendance à penser Atlas justement puisque Lilith est la première Vegapunk à nous être introduite, elle pourrait être aussi ceux qui suivent les Mugiwara, mais ça pourrait être totalement les deux, hein. Ne nous faisons pas de film. Bref, là où je veux en venir du coup, c'est qu'il y aura forcément un membre d'Egghead qui va s'échapper en accompagnant les Mugiwara, c'est évident, et justement, si ce n'est ni Atlas ni Lilith, alors ça pourrait être Stussy. Les 2 satellites de Vegapunk se sacrifieraient pour permettre aux Mugiwara de s'enfuir et Stussy les aiderait, en particulier le groupe de Zoro qui se trouve normalement non loin d'elle. Dites-moi la proposition qui vous attire le plus, moi je pense quand même que ce deuxième scénario me semble des plus cohérents et ferait de Stussy la seule héritière de la volonté des Vegapunk, l'ironie voulant qu'elle soit aussi la toute première de ses créations humaines. Ok, on arrive à la partie compliquée, puisque 40 000 choses se passent en même temps. Alors, pour résumer très brièvement, Mars attaque le navire d'Elbaf avec la même technique que le chapitre précédent, mais Luffy le bloque avec son Gear 5. Son objectif est très clair, pour une fois, le capitaine ne veut pas combattre, mais plutôt repousser l'ennemi face à lui. Le plan consiste alors à envoyer valser Mars en combinant les plus puissantes techniques des protagonistes qui seront infligées à Luffy et converties en une seule source d'énergie pour que ce même Luffy l'utilise contre le doyen. Ainsi, Sanji utilise le Ifrit Jump Hell Memories, Franky le Strong Impact Right et Bonnie le Tokudai Nikano Punch sur Luffy, qui utilisera à son tour le Gomu Gomu no Down Balloon, catapultant Mars à travers le ciel et les nuages. Et ben, elle était bien sympathique cette petite scène d'attaque combinée. Bon, par contre, j'ai plein de remarques à vous faire, d'éléments à relever. Avant cela, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir et même à vous abonner. Merci beaucoup les bros. On commence par Sanji qui affirme que sa plus puissante technique actuelle est le Ifrit Jump Hell Memories qui, à ma très grande surprise, n'est pas la même technique utilisée face à Queen au chapitre 1034
pour clore son combat. Autre petit détail, quand même très bien géré par Oda, soyons honnêtes, c'est son sourcil. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais avant d'utiliser son Ifrit Jump, Sanji avait son sourcil côté gauche pour l'avoir ensuite du côté droit directement après avoir attaqué. Bon alors ok, c'est pas la découverte du siècle, hein, on sait que l'utilisation de l'Ifrit Jump change son sourcil de place, mais pour un si petit détail, Oda ne l'oublie jamais, enfin pour l'instant. Côté Franky, rien de très particulier, si ce n'est que j'aurais pensé qu'il utilise une technique plus puissante que celle-ci, genre le Radical Beam par exemple, aurait eu un peu plus d'impact. Après, certes, le but n'était pas de transpercer Luffy non plus, mais vu qu'il a lui-même demandé l'exécution de leur plus puissante capacité, je pense qu'il fallait pas faire les choses à moitié. Justement, Luffy a bien douillé après, sans surprise, car du Haki a été utilisé. Sanji en a utilisé naturellement, puisque c'est toujours le cas avec l'Ifrit Jump. Bonnie en a utilisé aussi, mais ça on en parlera juste après. Mais Franky alors, en a-t-il utilisé également? Si la question peut sérieusement se poser, j'ai le malheur de vous dire qu'il ne me semble pas qu'il ait utilisé du Haki de l'armement, aucune case ne le laisse suggérer. Bon, par contre, Bonnie, elle a utilisé, et là c'est très intéressant. La semaine dernière, sa forme Nika-esque apparue à la fin du chapitre avait pas mal fait parler d'elle. Incohérence, génie, tout le monde se battait en défendant son camp et ses opinions. Dans ce nouveau chapitre, elle se permet alors même le luxe d'utiliser le Haki de l'armement avec son Nika Punch qui ressemble, mais alors trait pour trait, au Gear Sword de Luffy, en particulier celui face à Kaido au chapitre 922. Alors est-ce que Bonnie du haut de ses 12 ans possède-t-elle vraiment le Haki de l'armement ou est-ce un nouveau tour de passe-passe de son fruit du démon? En toute sincérité, je suis assez mitigé. Oui, son fruit du démon est exceptionnel et permet des folies que l'on n'imagine même pas. Pourrait-il toutefois lui conférer le Haki de l'armement alors qu'elle est encore toute jeune? D'un autre côté, cette jeunesse ne l'a pas empêché de naviguer sur tout Grand Line jusqu'à arriver loin dans le nouveau monde, sur Egghead. Depuis des années, Bonnie s'entraîne. Elle s'entraîne au combat, mais elle s'entraîne à utiliser son fruit du démon également. C'est une sorte de prodige, une génie dans l'utilisation de son fruit. N'oubliez jamais que les utilisateurs de fruits du démon se fatiguent à force d'utiliser leur pouvoir. Pourtant, Bonnie reste en quasi-permanence dans une forme adulte grâce à son Toshi Toshi no Mi. Malgré son jeune âge, elle a atteint un niveau de maîtrise absolument terrifiant sans s'en rendre compte. Dans 10 ans, ça sera un monstre, hein. Gardez-le en tête. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est pas une gamine normale, c'est pas une random, et le Haki de l'armement qu'elle possède pourrait totalement être le sien, comme provenir de sa transformation en Nika. En effet, quand Luffy a combattu Saturne devant elle en lui montrant comment donner un vrai coup de poing, il a fait avec du Haki de l'armement, et donc Bonnie pourrait l'avoir imité, expliquant pourquoi dans sa forme de combat ultime, elle puisse revêtir cette forme de Haki. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que Bonnie est beaucoup plus avancée qu'on ne le pense, ça me fait même penser à Kobe. Récemment, on a appris qu'il s'entraînait tous les jours à frapper dans des cuirassés comme Garp, ce qui a développé chez lui une force sommeillante qu'il ne soupçonnait pas le moins du monde. Bonnie, c'est pareil, à force d'utiliser en permanence, quotidiennement, les pouvoirs de son fruit, elle le maîtrise désormais assez pour utiliser des formes aussi puissantes que celles de Nika et pourrait même bientôt éveiller son Toshi Toshi no Mi si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors justement, parlons de sa forme Nika puisqu'elle a pris fin tout juste après avoir utilisé son attaque pour jarter Mars. Que dire de plus que... Je vous l'avais dit la semaine dernière, cette forme ne sera pas permanente. Elle va s'épuiser à une vitesse folle, elle ne pourra pas l'exploiter comme Luffy exploite son Gear 5. J'espère vraiment que ceux qui avaient peur de voir apparaître un Nika bis dans One Piece soient rassurés, parce que là vraiment, Bonnie n'a définitivement pas montré d'incohérence dans son pouvoir. Si elle avait pu combattre pendant de longues pages, de longs chapitres, j'aurais compris, mais là, en 6 pages... et une attaque, sa transformation était déjà pliée et remballée. Même elle a trouvé cette forme épuisante. C'est pour dire à quel point elle ne représente aucun danger pour la cohérence de l'œuvre. Ok, et concernant Luffy du coup. Parce que oui, lui aussi nous offre une nouvelle technique, le Gomu Gomu no Down Balloon sera l'attaque qui catapultera Mars avec la puissance combinée de tous les autres dans le ciel lointain d'Egghead. Bon, pour moi cette attaque n'a qu'une seule et unique référence, une technique interdite et secrète qui n'a plus été utilisée depuis des années et qui avait d'ailleurs été utilisée qu'à une seule et unique occasion. Mesdames et messieurs, après 8 ans, Luffy nous fait l'honneur ultime de réutiliser le Tankman et sa technique Cannonball. Non mais c'est exactement la même chose. Luffy grossit, il bloque son adversaire dans son bide et le catapulte, lui et tout son arbre généalogique, loin dans le ciel. Ça fait plaisir d'avoir un petit retour de cette forme qui avait tant fait couler d'encre elle aussi à son époque. Dans ce chapitre, Luffy a montré une autre facette de son Gear 5, une autre facette qu'on a tendance à beaucoup mettre de côté, celle de la terreur, de la peur,
de la folie et de l'horreur. Derrière ce côté goofy, enfant, pitre de Nika se cache quand même une forme terrifiante qui contraste terriblement avec son appellation de dieu solaire. Il peut paraître totalement fou comme lors de son introduction face à Kaido, il peut paraître hors de contrôle et implacable comme quand il a retenu Saturne et Kizaru, ou comme dans ce chapitre il peut avoir l'air d'un vrai démon sorti tout droit de tes pires cauchemars. C'est une transformation à l'aspect très variable qui donnera à Luffy une apparence de plus en plus démoniaque. Globalement, il n'y a rien à dire de plus sur cette partie-là du chapitre, elle est assez explicite et je ne pense pas qu'elle cache davantage de secrets. En tout cas, j'espère vraiment que la très brève transformation de Bonnie aura rassuré ceux qui voyaient en elle une alternative au Gear 5 de Luffy. Et on retourne au message de Vegapunk. Le vieux ne veut rien lâcher. Il enchaîne feinte sur feinte. Pile quand on pense que c'est terminé, hop, la transmission reprend en plein milieu d'une phrase. Bon alors, vu que York semble avoir compris qu'il fallait entièrement détruire le robot pour stopper la transmission, eh bien le message va continuer tant que le robot sera sur pied, tout simplement. Donc ça veut dire plusieurs choses. Déjà, qu'on sera sûr et certain de la fin du message que lorsque le robot sera détruit, et surtout que le robot finira par être détruit dans les prochains chapitres. C'est quasiment inévitable maintenant. Alors qui va le détruire? On pourrait croire que ça sera un seul Gorosei, mais personnellement, j'aime bien l'idée qu'ils puissent eux aussi effectuer une attaque combinée, histoire que ce ne soit pas que les gentils qui puissent le faire. Revenons au sujet principal qui est quand même le message. Vegapunk dit ceci. Rien de ce genre. C'est pourquoi cette chose qui est transmise de génération en génération, que l'on pourrait qualifier de volonté, j'espère que ma voix est parvenue à ceux qui ont été touchés par cette cause. Alors autant le début du message de Vegapunk qui était plutôt clair, genre le monde va couler, on va tous mourir, autant la fin devient de plus en plus énigmatique et incompréhensible. Normal, me direz-vous, la transmission difficile provoque de nombreuses coupures dans son discours. Au chapitre 1117, Vegapunk adressait un message à tous les porteurs de la lettre D, car parmi eux se trouvait quelqu'un ou quelque chose. Au chapitre 1118, il a simplement rajouté « et leur nom était ». Et aujourd'hui, chapitre 1119, il dit qu'une volonté a été transmise de génération en génération et qu'elle concerne certaines personnes. Comme d'hab, et malheureusement, c'est pas évident de trouver une cohérence dans tous ces propos, surtout qu'ils sont sujets à plusieurs traductions différentes. Vraiment des traductions japonaises, anglaises et françaises. C'est un enfer. Dans ma review 1117, je vous avais quand même fait plusieurs propositions. L'une d'entre elles était que Vegapunk voulait dire que parmi les porteurs de la lettre D, il y avait aussi des héritiers de la volonté de l'ancien royaume. Alors ça colle plutôt bien avec ce nouveau chapitre et même plus précisément, je dirais que Vegapunk cible la volonté de Joy Boy qui est héritée à travers les âges. Je vous dis ça parce que depuis plusieurs chapitres, le sujet principal reste quand même le même. C'est Joy Boy. Son histoire, sa disparition, son lien avec le robot géant, on sent que son ombre plane sur le discours de Vegapunk, même s'il n'est pas mentionné directement. Et surtout parce que les paroles de ce même Vegapunk m'ont rappelé celles de Barbe Blanche à sa mort. Remettez-vous dans le contexte, Newgate va mourir, mais il se souvient de sa dernière rencontre avec Roger, qui lui révèle véritablement ce qu'est la lettre D, dont il est si fier de porter. N'oublions pas que Roger à ce moment-là savait tout de l'histoire, évidemment. Après lui avoir raconté une histoire d'il y a très longtemps, Barbe Blanche revient à la raison et dit que l'homme attendu par Roger n'était pas Teach, alors possesseur du D. Ce qui veut dire que Roger attendait la venue de quelqu'un qui porterait cette lettre dans son nom pour accomplir sa volonté. Et justement, c'est ce que dit Barbe Blanche en déclarant que comme ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera de la volonté de Ace, car même s'ils meurent, leur flamme ne s'éteint jamais. Plus encore, que leur volonté est passée de génération en génération, jusqu'au jour où un homme viendra défier le monde dans une bataille qui engloutira le monde entier. Si vous suivez mes reviews, vous devez déjà connaître ce speech par cœur, puisque je vous l'ai analysé de fond en comble lorsque le chapitre annonçant l'engloutissement du monde était sorti. Et pour revenir au sujet initial, je pense vraiment que Vegapunk allait parler de la même histoire, de la même légende, celle que parmi les porteurs du D se trouve celui qui portera la volonté transmise par Joy Boy pour libérer le monde de ses entraves, libérer les esclaves. Et vous savez quoi? Soyons plus ambitieux. Vegapunk voulait peut-être parler de plusieurs héritiers. Parce que oui, ok, on a compris, le fils est l'élu, le fils est le sauveur, c'est Joy Boy, blabla. Ok, ça on est au courant, on l'a assimilé, c'est ok. Mais ensuite, c'est le seul qui aura de l'importance à la fin de l'histoire, dans la guerre finale, dans la révélation de l'ancien royaume. Si vous le pensez, détrompez-vous et relisez la guerre d'Onigashima, car Momonosuke a tenu des propos qui résonnent encore dans mon esprit aujourd'hui. Il semblerait bien que je ne dois absolument pas mourir. Chapitre 1014, Momonosuke lit le carnet d'Oden et en vient à cette conclusion assez logique. On pourrait naïvement penser que c'est pour son rôle de shogun.
non, que nenni. Momonosuke aurait découvert le rôle qu'il tiendra à la fin de One Piece, un rôle qui viendra en aide à Joy Boy, un rôle qui a sa place dans la bataille finale et dans la libération du monde. Momonosuke héritera tout comme Luffy d'une volonté d'une personne du siècle oublié. Il devra accomplir le destin auquel il est attaché. Et encore une fois, ce n'est pas le seul, car je soupçonne aussi Vivi de devoir accomplir quelque chose, elle qui est aussi une descendante directe de Lily. Lily a permis la répartition et la libération des poneglyphes dans le monde. Étant aussi une elle devait posséder une volonté forte, une volonté unique que seule Vivi pourra accomplir. De toute façon, et si on revient aux paroles de Barbe Blanche, lui-même compare plusieurs héritiers de la volonté d'Eddie, signifiant naturellement que même si Luffy est important en tant que héros et élu, il n'est pas le seul à avoir un lien avec le siècle oublié et à avoir un devoir à accomplir. Et n'oublions pas que les rois des mers parlaient de la rencontre entre deux rois, signifiant bien que ce n'est pas un mais plusieurs personnages qui devront accomplir les volontés antiques des porteurs de la lettre D. Avec toute cette hype autour du message de Vegapunk, j'ai oublié de mentionner le bref retour de Katakuri, mais surtout de Gaemon et Sarfunkel, sa chère et tendre. En même temps, il est vrai que ça n'a pas apporté grand chose dans le chapitre, mais ça fait toujours plaisir de voir des visages autant appréciés par la communauté. Alors que Mars n'est plus en danger pour les Mugiwara, c'est Jupiter et Mercure qui reprennent le flambeau. Jupiter, toujours autant chelou dans ses attaques, crache des agents du Cypherpole et même des Séraphins. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, il les avait déjà aspirés au préalable 3 chapitres plus tôt. Ouais, j'ai bien galéré à m'en souvenir, hein. Il tente désormais d'aspirer le bateau des géants et devinez quoi? Il y arrive. Alors derrière son apparence pas franchement badass, hein, on est d'accord avec ça, il est clairement l'un des membres du Gorosei avec le plus d'impact, voire celui qui dégage le plus de puissance. On s'en rend peut-être pas forcément compte parce qu'il n'a pas de feu, de haki ou d'armes particulières, mais pouvoir aspirer et ramener vers la côte un navire de géants avec des géants dessus, non mais c'est trop grave. Même Mercure n'est pas à sous-estimer. La preuve, ce gros kamikaze s'est lancé à pleine vitesse dans la mer pour détruire le navire des géants. Vu la taille absolument colossale du monstre, facilement comparable à une montagne, hein, no fake, il aurait écrasé le bateau sans sourciller. Et là encore, on n'a plus trop les notions des grandeurs dans cet arc, tellement tout est disproportionné. Mais les petits navires là que vous voyez à côté, ce sont des cuirassés de guerre qui, en temps normal, mesurent 60 mètres de haut. C'est un petit peu plus grand que le Sunny. Non mais vraiment, c'est monstrueux. Les formes animales du Gorosei sont terrifiante. Alors, vu que c'est le sujet, j'en profite aussi pour faire une pierre deux coups et répondre à une petite question du courrier de Goji. Warkuri saute dans l'eau, est-ce que ça veut dire qu'il peut nager et qu'il ne tire pas son pouvoir d'un fruit du démon? Je pense effectivement que ça peut être un très bon point pour appuyer l'idée qu'il ne possède pas de fruit du démon. Je ne serais pas radical au point de dire que c'est la preuve parfaite, mais je dois avouer que ça donne l'impression que peu importe si Mercure touche l'eau ou non, il n'en sera pas sensible comme le sont les utilisateurs de fruits du démon basiques. De toute façon, plus le temps passe et plus la théorie qu'ils sont de véritables démons gagne en cohérence. Et on en aura vraiment le cœur net si l'un d'entre eux entre en contact avec cet élément censé les affaiblir. Pour finir, on saura aussi très bientôt s'il possède une faiblesse particulière face au robot géant, ou devrais-je plutôt l'appeler Emmet, le camarade de Joy Boy. Alors que Mercure s'apprêtait à détruire le navire des géants, le robot sort enfin des eaux et frappe le sanglier infernal, lui brisant au passage l'une de ses cornes. Au même moment, le géant de fer se souvient des paroles de Joy Boy qui lui dit « Écoute bien Emmet, c'est le moment d'intervenir » avant que le chapitre ne se clôt là-dessus, nous laissant une fois de plus dans le mystère de la relation entre Joy Boy, Luffy et ce colosse de fer. Enfin, le robot a un nom. Et quel nom en plus! Emmet n'a pas été choisi par hasard par Oda. Dans cette dernière partie de la review, je vais vous expliquer son étymologie et tout ce que vous devez savoir à son sujet. Alors les bros, je vous invite à nouveau à liker cette vidéo et à vous abonner et même à commenter pour le référencement. Ce sont des aides vraiment précieuses qui récompensent mon travail et me permettent de continuer à vous proposer toutes ces analyses hebdomadaires. Merci à vous, maintenant parlons d'Emmet, du coup. Des années, littéralement, que je tente de vous convaincre à chaque théorie qu'Oda possède une culture délirante et qu'il le met à profit de son œuvre très régulièrement. Aujourd'hui, il nous le prouve à nouveau en nommant le géant de fer allié de Joy Boy, Emmet. Pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, une simple et petite recherche vous permettra de trouver une première référence de ce nom sur Google, ou devrais-je dire de ce mot dans le langage hébraïque. Emmet signifie donc vérité, mais aussi fidélité, des termes qui font sens aujourd'hui avec le message de Vegapunk visant à révéler la vérité au monde et à ce même robot qui semble terriblement fidèle à Joy Boy pour continuer de le chercher, même 800 ans plus tard. Difficile d'y voir un hasard, mais là où c'est encore mieux joué de la part d'Oda, c'est qu'il existe un golem répondant au nom d'Emmet. Dans les légendes juives, il existe une histoire mentionnant la création d'un golem répondant au nom d'Emmet. Vous le connaissez peut-être sous l'histoire du golem de Prague. Cette histoire remontant au XVIe siècle commence avec le Maharal de Prague, un érudit juif qui, déterminé à protéger la communauté juive de Prague exposée
exposé à de violentes persécutions, décida de façonner un golem d'argile. Après l'utilisation d'incantations kabbalistiques, le golem s'anima et le Maharal inscrit le mot Emet sur son front. Sans ce mot, le golem ne pouvait s'animer. Si la présence et la protection du golem pouvaient être réconfortantes et surtout efficaces, un problème allait prendre davantage d'importance. Il était difficilement contrôlable. Ce golem réagissait à tous les ordres que l'on pouvait lui donner et pouvait donc blesser ou détruire volontairement ou non. Face au danger qu'il a fini par représenter, le Maharal de Prague décida de désactiver le golem en effaçant la première lettre de Emet sur son front pour ne laisser apparaître que Met, signifiant mort, mettant ainsi hors d'état de nuire la créature. Alors c'est une histoire passionnante qui m'a personnellement permis d'en apprendre davantage sur ce symbole mythique et historique que sont les golems. On en a déjà vu de partout, mais ses véritables origines ne sont jamais vraiment expliquées, voire même pas du tout. Si on additionne l'histoire du golem de Prague à celle de One Piece, alors on pourrait davantage cerner le rôle qu'avait Emet durant le siècle oublié. Il était lui aussi un protecteur, peut-être créé par Joy Boy, ou en tout cas par la technologie de l'ancien royaume, et était programmé pour protéger le pays des envahisseurs. À l'image des pacifistas actuels, il pouvait aussi servir de police, de force de l'ordre, afin de garder la paix et la sérénité dans le royaume de Joy Boy. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que derrière la protection que Emet pouvait accorder à l'ancien royaume, si on se base sur l'histoire du golem de Prague, alors il pouvait aussi être un danger pour ses habitants. Il se peut alors que la suite des révélations sur Emet nous apprenne qu'il a été contrôlé, manipulé et s'est malheureusement retourné contre Joy Boy, expliquant pourquoi ses premiers mots après son éveil étaient des excuses. Alors moi j'ai adoré cette découverte, j'ai adoré avoir le nom d'Emet apparaître pour enfin cerner un peu mieux le personnage. Le problème est que ça ne collait pas avec ma théorie. Bah ouais, d'après moi le géant était Talos, protecteur de l'île de Crète. Eh bien figurez-vous quand même que j'ai un petit peu de chance car on a quand même une infime possibilité qu'Oda s'inspire de cette figure des mythes grecs malgré tout. En effet, quand je fais des recherches sur un sujet, je regarde les Wikipédia de quasi toutes les langues, surtout en japonais. Après tout, Oda a internet, il pourrait chercher davantage d'informations sur la plus grande encyclopédie du web qui est le Wikipédia de son pays. Ça me paraît logique. Eh bien devinez ce qu'on retrouve dans la catégorie des autres golems sur la page japonaise justement des golems. Notre cher et petit Talos, géant de bronze, créé par Héphaïstos, pouvant être considéré comme un type de golem. Même si ce n'est pas une théorie de valider, j'avais quand même visé pas très loin. Bon alors on rigole, mais si on revenait quand même aux paroles prononcées par Joy Boy à Emet. Les traductions différaient tellement, encore une fois, que j'ai demandé à Shump de nous le traduire en japonais. Joy Boy ordonnait donc à Emet d'intervenir, mais intervenir pourquoi ? Quand ? Et surtout où? Déjà on retrouve totalement le principe du golem de Prague mentionné plus tôt. Emet ne semble vivre que pour obéir aux ordres, ou en tout cas Joy Boy lui en donnait. C'est un petit peu difficile de bien cerner ce message, mais pour vous l'expliquer comme moi je l'ai ressenti, Emet commence à se souvenir d'un instant qu'il a eu avec Joy Boy il y a 800 ans. Lorsqu'il l'appelle Joy Boy, c'est donc le vrai Joy Boy du passé et non Luffy. C'est ce même Joy Boy qui lui dit « Emet, c'est le moment d'intervenir » car une situation de crise aurait été déclenchée dans l'ancien royaume. Je pense que ces paroles précises sont les derniers mots prononcés par Joy Boy avant de rentrer dans une guerre contre les 20 royaumes qui changera le monde de manière irréversible. Le premier des pirates est venu réveiller Emet, son ami, en lui disant que c'était le moment d'intervenir, le moment de combattre et de protéger l'ancien royaume des envahisseurs qu'étaient les 20 rois. Je trouve ça assez beau pour être honnête, c'est je crois la première fois que nous voyons Joy Boy parler et interagir avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Emet qui s'éveille à nouveau pour aider le porteur de la volonté de Joy Boy, justement, à s'évader. On en avait des choses à dire en seulement 13 pages, il était encore très court ce chapitre. Vu que vous m'avez posé beaucoup de questions sur Twitter pour le courrier de Goji, j'ai également beaucoup de réponses à vous apporter, donc on étend encore cette review qui n'est pas prête de se terminer. Et on commence avec la première question, pourquoi ça fait 10 chapitres que One Piece pue la merde? Alors ça commence fort, mais il faudra quand même me dire où et comment One Piece pue la merde alors qu'on a enfin une partie de tout ce que nous demandons depuis des années, des révélations. Si vous, et j'englobe seulement ceux qui vomissent One Piece depuis le flashback de Kuma ou le discours de Vegapunk, attendiez à ce qu'Oda dévoile tous les secrets de son œuvre alors que concrètement personne n'est prêt, c'est que vous vous êtes planté sur le sujet. Je sais que la tension est pas forcément des plus palpables, en même temps One Piece n'est pas connu pour ces scènes atroces où les méchants arrivent presque à capturer ou blessent gravement ou tuer les gentils, donc le Gorosei ne va malheureusement pas changer cette habitude, comme d'hab depuis à peu près 20 piges, mais de l'autre côté les révélations étaient quand même conséquentes et on terminera cet arc en ayant découvert que Joy Boy était le premier pirate, que le monde allait être englouti, que le monde avant était déjà englouti et même qu'une arme antique inconnue s'est actuellement réveillée et je vous passe encore pas mal de trucs. Moi
moi je pense quand même que vous oubliez à quel point ce genre de chapitre doit davantage se lire d'une traite, dans un tome, plutôt que semaine par semaine. Les gars, juste si One Piece vous les brise en ce moment, faites une pause, laissez les chapitres s'accumuler, lisez tout d'un coup, ça réglera une grande partie de vos frustrations. Alors prenez du recul et vous verrez, je pense déjà que ça va bien vous réconcilier avec l'histoire qui est véritablement passionnante. N'est-ce pas trop facile que Luffy ait simplement besoin de manger pour repasser en Gear 5? Bah ouais, mais c'est tout le temps comme ça en fait. C'est chiant, oui, parce que ça pète le stress de le voir épuisé et fragile, mais vraiment, il a toujours fait ça. Surtout que là, on parle quand même de la bouffe de géant. Luffy bouffe des ratios destinés à nourrir des mecs faisant 30 à 50 fois sa taille. Donc ça peut expliquer pas mal de choses. Mais bon, quand tu vois que même sans nourriture, il a perdu et réutilisé instantanément son Gear 5 face à Kaido alors qu'il était mort au moins 3 fois dans les 10 dernières minutes, moi vous savez, plus rien ne m'étonne, hein. Luffy gagnera toujours quoi qu'il arrive. Faut juste espérer qu'en combattant contre Teach ou Imu, il n'ait pas un buffet à volonté à côté, sinon c'est mort, on aura zéro suspense. As-tu une explication pour l'absence de Katakuri? Je veux dire, il se moque totalement que sa génitrice soit morte, une sœur enlevée, et lui il fait quoi pendant ce temps? Il mange un donut. Alors attention, Oda lui a donné l'air de s'en moquer, mais est-ce que c'est vraiment le cas pour autant? Soyons honnêtes, les gamins de Big Mom lui sont terriblement fidèles et sont plus que solidaires entre eux. Oda ne va pas leur faire changer de mentalité d'un arc à l'autre. On a l'impression qu'il en a rien à foutre, mais je suis persuadé qu'il prépare quelque chose ou même qu'ils ont déjà des infos pour tenter de récupérer Pudding, voire d'aller chercher leur mère. D'ailleurs, à 100%, ils vont faire comme l'équipage de Barbe Blanche, en cherchant à se venger de Barbe Noire. Katakuri tentera de les attaquer, mais échouera, parce que désolé mon gars, mais c'est pas toi, le futur roi des pirates. Est-ce que tu penses que le robot va passer en direct et montrer au monde la véritable apparence du Gorosei et Nika pour Luffy? Ça serait trop bien, mais seulement pour l'apparence du Gorosei. Tout le monde sait déjà que Luffy ressemble à Nika maintenant, suite à sa nouvelle prime. Après, est-ce qu'il y a vraiment un module de transmission en direct? Car là, actuellement, le message de Vegapunk est préenregistré. En tout cas, je valide totalement, hein. Le seul problème serait que, déjà, je doute que les citoyens reconnaissent l'apparence basique du Gorosei. Alors, les reconnaître en forme de démon, c'est peut-être un petit peu risqué. Peut-être qu'ils les verront sans savoir de quoi ou de qui il s'agit et ne le découvriront que dans la dernière grande guerre, quand plus aucun des doyens ou Imu ne se cacheront. Es-tu déçu de la prestation des doyens? Saturne s'est fait éteindre par Luffy en 2v1, Vénus ne passe pas Zoro, Jupiter ne sert à rien offensivement, Mars s'est fait propulser hors de l'atmosphère et ce bon vieux Warkuri s'est fait puncher comme jamais par le robot. Non mais les gars, vous êtes vraiment durs, vous prenez beaucoup trop le négatif. Saturne a tué Vegapunk et Immortel. Vénus a détruit tous les pacifistas en quelques minutes et découpé une énorme partie de l'île en un seul coup. Jupiter avait aspiré Luffy avant que les géants n'interviennent et a quand même réussi à faire rebrousser chemin tout l'équipage de ces mêmes géants grâce à son pouvoir. Mars a cherché par tous les moyens le Dendenmushi, a passé la barrière sans problème et a une puissance offensive absolument terrifiante. Warkuri, lui, a pas bronché d'un seul millimètre de la même attaque qui avait pourtant couché Kaido à un moment. J'irai pas dans l'extrême de dire que je les trouve incroyables sa mère, c'est faux. Hein, mais franchement, comment être déçu avec tout ce qu'ils ont à faire là actuellement? Et attendez les gars, ils affrontent Luffy en plus de ça, le héros avec son fruit du démon de héros et ses copains de héros. Moi, ils m'ont pas donné une très mauvaise impression, ils sont très puissants, ils sont très organisés, ils sont très immortels aussi. Et ouais, je peux pas vraiment dire qu'ils m'ont beaucoup déçu. Ça aurait été bien qu'ils soient encore un petit peu plus efficaces, certes, mais de la déception, non, je trouve pas. Vu que Bonnie est capable de changer l'âge de personnes qu'elle touche, est-ce que techniquement elle pourrait transformer les gens qu'elle touche en Nika? C'est une très bonne question. Je dirais non. Qu'il s'agirait d'une limite imposée par son fruit. Elle serait la seule à pouvoir vraiment changer d'apparence. Ses ennemis, eux, ne pourraient que vieillir ou rajeunir dans un futur proche, comme Luffy, quoi. Sinon, on va se taper de toute façon une armée de Nika, ça va être infernal. Faut absolument qu'Oda mette une limite. Et puis de toute façon, la forme de Nika n'a du sens que chez Bonnie, puisqu'elle le connaît. Il fait partie de ses croyances. Tu donnes cette apparence à Zoro, le frérot, il va rien comprendre du tout. Donc voilà, le tout n'est pas que d'avoir cette apparence, c'est surtout d'en comprendre les tenants et les aboutissants, d'en comprendre la symbolique et surtout le message qu'il transporte. Bonnie est la parfaite candidate à ça. Donc non, je pense vraiment qu'elle sera la seule à posséder cette forme. En tout cas, je l'espère. On arrive à la fin de cette review, ça y est les bros, j'espère que vous l'avez apprécié parce qu'elle m'a vraiment demandé beaucoup de travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, profitez bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.